OK. Donc là, nous allons aujourd'hui parler d'éolien en mer. Alors pourquoi ce sujet? Parce que je pense que personne n'est sans ignorer qu'il y a des projets de développement et d'implantation d'éoliennes en mer. Alors un peu partout, vous allez le voir, mais en particulier dans le golfe du Lion. Et je vais me concentrer un petit peu, après avoir fait un état des lieux assez général, sur les impacts de l'éolien en mer, de ce qu'on sait des impacts. Alors des impacts dans les deux sens, hein, négatif ou positif, sur la biodiversité marine. Alors, je pense que là, c'est important de prendre du recul quand on parle d'éolien en mer et qu'il faut parler d'énergie. Ça, c'est la production d'énergie dans le monde. Hein, et ce qu'on voit, c'est que quand on parle d'éolien en mer, ça se place dans une partie des énergies renouvelables. Vous voyez le tout petit trait vert là? Ça, c'est la production d'énergie renouvelable dans le monde. Donc, ça reste faible. Et l'éolien, c'est vraiment une petite partie de ça. En fait, l'immense majorité de ce qui se passe dans la production d'énergie actuelle, c'est toujours des énergies fossiles. Alors, c'est vrai que les énergies autres que les énergies fossiles grandissent, il y en a de plus en plus, mais en fait, tout augmente. C'est-à-dire même l'utilisation d'énergie fossile augmente, et en fait, pour le moment, on ne fait qu'empiler les sources d'énergie. Donc, c'est bien de développer les énergies renouvelables. Il va falloir à un moment couper la pile d'en dessous et que ça remplace les énergies fossiles qui, on le dit depuis presque 3 jours maintenant, ont un effet extrêmement délétère sur le réchauffement climatique, sur le changement climatique. Ici, je me concentre sur la production d'énergie en France. Alors la production d'énergie en France, où vous voyez la partie très importante du nucléaire. Et là, sur ce qui nous concerne ici, eh bien, vous voyez en haut les énergies renouvelables qui restent relativement faibles. En France, alors en France, on n'a pas de pétrole, on le sait suffisamment. On a un peu de charbon. Là, je crois qu'on a encore 1 ou 2 centrales à charbon. Donc le trait, on le voit à peine. Mais on voit que les énergies, j'allais dire polluantes, diminuent de plus en plus, mais restent toujours là. Et surtout, la production d'énergie a pas mal augmenté ces dernières années, même si ça stagne. Ici, c'est un zoom un peu sur l'année de... ici, ce qu'on voit, c'est la consommation d'énergie. Donc en fait, en France, on importe une grande partie de l'énergie que nous consommons et la moitié de cette énergie, en gros, c'est des combustibles fossiles. Donc la part est toujours très importante. C'est vrai que notre production électrique est décarbonée puisqu'on utilise beaucoup d'énergie nucléaire, donc qui est une part importante de notre énergie tout court. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans notre consommation d'énergie, on dépend beaucoup d'importations et notamment toujours beaucoup d'importations de combustibles fossiles. Donc dans la partie ENR, donc les 15% là, vous voyez que l'éolien c'est 2%, donc c'est pas grand-chose. Et l'éolien en mer, c'est 10% de ces 2%. Donc c'est vraiment pas grand-chose actuellement, l'éolien en mer en France. C'est très peu développé finalement. Bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y a la volonté de développer un type d'énergie comme l'éolien en mer? Ce n'est pas le seul type d'énergie renouvelable. C'est évidemment pour décarboner la production d'énergie, puisqu'il y a un objectif, vous allez le voir, mais de neutralité carbone en 2050, au niveau européen au moins. Donc bien sûr, on voit ici le coût carbone de différents types d'énergie, et que par rapport aux énergies fossiles que vous avez à droite. Donc là, on ne parle que de production d'électricité. Hein, c'est pour ça qu'on ne voit pas de pétrole qui sert essentiellement à la mobilité. Mais bien sûr, les énergies éoliennes, l'éolien est relativement bon du côté de décarbonation. Alors maintenant, toutes les énergies ont un coût carbone. Les énergies qui n'émettent pas de carbone, ça n'existe pas. Il faut fabriquer les collecteurs d'énergie, il faut les remplacer, il faut les entretenir, etc. Et ça, pour le moment, ça s'appuie sur des énergies qui dégagent du carbone, et notamment sur les énergies fossiles. Alors dans le monde, les énergies renouvelables sont assez développées en fait, et d'une façon peut-être un peu surprenante, si vous prenez les principaux producteurs d'énergie d'origine renouvelable dans le monde, alors vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, vous avez le Brésil, vous avez la Russie là-dedans, qu'on n'a pas tout de suite en tête comme des grands amoureux de la nature et défenseurs et voulant absolument décarboner leur économie. La raison est relativement simple, c'est que l'énergie renouvelable la plus développée, de loin, c'est l'hydroélectricité,
qui est là parce qu'il y a moyen de produire de l'électricité dans les pays qui ont la possibilité de le faire grâce à leur relief. Et ça reste une partie très importante. C'est de loin la partie la plus importante de l'énergie renouvelable qui est utilisée. Donc l'hydroélectricité, évidemment, ça a un coût sur l'environnement qui est important. Alors maintenant, comme les barrages ont été faits depuis longtemps, ça ne nous émeut peut-être moins, mais enfin, il s'agit d'inonder des vallées, etc. Enfin, ça a quand même un coût sur l'environnement qui est pas négligeable. Mais je le redis, n'importe quel type d'énergie a un coût sur l'environnement. Donc il ne s'agit pas de raisonner en se disant coût ou pas coût, mais simplement quel est le coût et essayer qu'il soit le plus faible possible. Dans ma slide d'avant, donc vous voyez toujours que éolien, solaire, c'est relativement peu développé dans ce mix d'énergie renouvelable, mais ce sont les types d'énergie dont on prévoit une augmentation extrêmement importante. Donc là, vous voyez que alors là, ici, il y a des énergies renouvelables, non renouvelables, mais le solaire et puis l'éolien sont prévus pour avoir une croissance importante. Et donc dans le mix énergétique, la part des énergies fossiles doit diminuer et la part des énergies renouvelables augmenter. Notamment parce que les énergies fossiles... j'allais dire, heureusement, se tarissent. Après, serons-nous assez intelligents pour ne pas en envoyer le moindre atome de carbone dans l'atmosphère? Ça, on n'est pas complètement convaincu, même si c'est ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment, aller les chercher va nous coûter beaucoup plus cher que de les utiliser. On est déjà dans une situation, le pic de pétrole conventionnel est passé depuis déjà un moment, mais on a des moyens d'aller chercher toujours plus d'énergie, toujours plus de combustibles fossiles, mais il va falloir évidemment transitionner à un autre type d'énergie, et c'est en train de se faire, mais à un rythme qui est encore pas très rapide. Donc ça, c'est un autre graphique qui montre la part très importante et l'augmentation importante du solaire et de l'éolien, ici là jusqu'à 2050. Alors l'éolien terrestre est toujours prévu pour augmenter plus que l'éolien en mer, puisque l'éolien en mer, c'est une technologie qui est plus compliquée, qui est plus chère, etc. Mais vous voyez que ces deux types d'énergie, solaire et éolien, sont prévus là d'augmenter jusqu'en 2050. Alors si on se concentre sur les énergies renouvelables maintenant uniquement en France, là encore, vous voyez que l'éolien en bas, le trait en bleu foncé, je le redis, c'est une énergie qui est assez récente, ça date du début des années 2000 et c'est encore très peu développé par rapport à d'autres types d'énergie renouvelable. Là, je fais un peu un zoom sur 2023, où là encore, on voit donc l'éolien qui représente 14%, donc 14% là des 15% qui étaient la partie d'énergie renouvelable en France. Donc ça reste quelque chose de relativement faible, mais il y a différents systèmes qui se développent. Alors, si je me concentre maintenant sur l'éolien en mer dans le monde, alors pourquoi faire de l'éolien en mer? Il y a beaucoup d'éoliennes terrestres, en particulier dans notre région, notre département, on en est un petit peu tapissé. En mer, les vents sont plus forts, les vents sont plus constants, il y a moins de turbulences, les éoliennes s'abîment moins à cause du vent. Et évidemment, il y a un problème d'acceptabilité avec l'énergie éolienne. Pourquoi? Parce que l'énergie du vent, comme l'énergie solaire, elle est extrêmement diffuse. Ça veut dire qu'il faut faire de grands collecteurs, et ces collecteurs, il faut en faire beaucoup pour avoir une quantité d'énergie qui a un sens. Et en plus, ce sont des énergies qui sont intermittentes. Donc, pour avoir suffisamment d'énergie, c'est encore une raison pour laquelle il faut avoir beaucoup de collecteurs. Et ces collecteurs, ils prennent de la place, ils utilisent des matériaux, etc. Et puis, il y a des contraintes visuelles, auditives, d'espace qui sont évidentes, mais qui sont bien moins importantes en mer. Alors, des éoliennes en mer, ça fonctionne d'une façon relativement simple. Vous avez donc des éoliennes, un parc qui peut contenir plusieurs dizaines d'éoliennes. Moi, je passe tous les étés mes vacances en face de la baie de la Baule Saint-Nazaire. Donc les éoliennes, on les voit très bien maintenant depuis 2 ans. Je pense qu'il y a à peu près 80 éoliennes. Et donc c'est je pense, un bon ordre de grandeur de ce qu'on a typiquement dans des parcs éoliens. Donc ces éoliennes sont en mer. Alors vous allez voir qu'il y a différentes technologies pour monter des éoliennes. Elles sont reliées entre elles par des câbles
qui peuvent être enfouis ou qui peuvent être dynamiques en fonction d'un certain nombre de choses, de la technologie utilisée, du sol, des moyens, des décisions qu'on prend simplement. Ces éoliennes donc, sont reliées entre elles par des câbles électriques. Il y a ensuite un câble électrique qui va jusqu'à un poste électrique en mer pour des raisons de rééquilibrage de tension électrique notamment. Et ensuite, de ce poste électrique en mer, on va vers une station qui est sur Terre, qui se charge ensuite de redistribuer ça dans le réseau. Ça veut dire que dans les endroits où on décide de mettre des éoliennes en mer, alors bien sûr, il faut choisir des endroits où a priori il y a du vent, ça semble une bonne idée. Et puis, il faut aussi qu'on puisse avoir à l'aplomb, enfin directement au niveau sur Terre, à l'aplomb de ces parcs éoliens, un endroit où on puisse mettre une station terrestre aussi. Et tout ça fait partie de la décision des zones d'implantation. Alors, l'objectif, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, de développer l'éolien en mer, c'est d'atteindre la neutralité carbone au niveau européen en 2050. Alors, mes informations ici font fi du moratoire qui a été pris très récemment par un certain nombre de nos députés de faire une pause sur un certain nombre de nos énergies renouvelables dont l'énergie éolienne. Maintenant, là, on se situe aussi au niveau européen. Et l'éolien en mer est un pilier de cette stratégie, puisque vous l'avez compris, il est très peu développé en France par rapport à d'autres pays. Et puis, il y a un potentiel énergétique important. Et vous allez le voir sur différentes simulations, comme ici, hein, puisque bien sûr, le fait, quand une courbe est très belle, c'est que ce ne sont pas des données réelles, mais une simulation de ce qu'on attend. Mais ici, dans le monde, on doit, d'ici 2050, multiplier par 10 ou 20 le nombre d'éoliennes en mer par rapport à ce qui existe actuellement. Donc là, vous le voyez avec différents pays, avec les stratégies qui sont prévues par ces différents pays pour augmenter leur capacité en éolien en mer. Là, je parle juste de l'éolien en mer. Donc vous voyez l'augmentation très importante pour beaucoup de ces pays. La partie verte en bas, c'est les USA qui grossissent un peu moins vite que les autres, mais vous voyez que la Chine, en jaune, eh bien, tous les ans, la capacité doit augmenter. L'Europe reste, j'allais dire, un petit poussé, et en particulier la France ici, mais là encore, qui prévoit de beaucoup augmenter ses capacités d'éolien en mer. Le graphique d'en dessous, il y ressemble beaucoup. C'est les installations tous les ans qui sont prévues. C'est-à-dire que tous les ans, on prévoit de mettre plus que l'année d'avant. Donc vous voyez le rythme d'installation d'éoliennes en mer au niveau mondial qui est envisagé. Alors bien sûr, tout ça, ça prend de la place. J'ai expliqué pourquoi tout de suite. Un parc éolien en mer en particulier prend de la place. Alors je ne l'ai pas dit non plus, mais en mer, on peut faire des éoliennes qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on fait sur Terre. Je pense que les éoliennes les plus grandes actuellement, alors ça grossit sans cesse, c'est-à-dire qu'on fait des projets, on met en place des usines, et puis en fait avec la technologie qui permet d'avoir des éoliennes de plus en plus grandes, parfois on se rend compte que les sites d'assemblage ne sont pas de taille suffisante pour le faire. Actuellement, c'est ce qui est en train d'arriver. Je crois que les plus grandes éoliennes, sauf erreur, c'est à peu près 300 mètres du niveau de la mer jusqu'au niveau de la plus haute pale. Le parc, je pense qu'Hervé, tu vas en parler tout à l'heure, mais le parc d'éoliennes, le parc d'éoliennes pilotes qu'on va mettre, qui sont en train d'être mises en ce moment, c'est 180 mètres. Là, les éoliennes prévues, pour le moment, font quasiment le double, enfin pas tout à fait le double, mais l'ordre de grandeur c'est ça. Donc ça veut dire qu'aussi elles sont plus efficaces, etc. Donc ça suppose de la surface, et donc là ce qu'on voit sur ces deux graphiques, c'est ce qui est en bleu, c'est la surface prévue d'occupation de mètres carrés par les éoliennes en mer, par rapport à d'autres activités comme la culture d'algues, l'aquaculture, toujours les plateformes d'extraction d'énergie fossile. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est l'éolien fixé, donc posé par rapport à l'éolien flottant. Donc l'éolien flottant, c'est la courbe en noir en bas, reste de toute façon moins important que l'éolien fixé, qui est une technologie plus ancienne et plus facile à mettre en œuvre, mais les deux sont prévus d'augmenter. Donc dans le monde, hein, je vais pas décrire ça, mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres, enfin avancés en tout cas développés en termes d'éolien en mer, donc la Chine, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en Europe, hein, il y a un champion très important au niveau mondial, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a énormément d'éoliennes en mer.
Ça se voit aussi sur ce graphique, alors qu'un tout petit peu ancien, puisque la France là est à 0,1 gigawatt, alors qu'en fait on est à 1,5. Mais le gigawatt supplémentaire a été ajouté dans les toutes dernières années. Donc justement, je passe au cas français. Alors, on considère, enfin le gouvernement dans sa stratégie considère que le développement de l'éolien en mer est compatible avec l'objectif d'atteindre 30% de zones protégées, dont 10% en protection forte. Donc si vous suivez l'actualité, et j'imagine que si vous êtes ici, vous suivez cette actualité, eh bien c'est quelque chose dont on vient de parler à la suite de l'UNOC, mais dont on parlait déjà avant. Évidemment, là on pourrait ergoter ou comment on définit ce que c'est qu'une zone protégée, puisqu'en changeant la définition, on change aussi les pourcentages, mais je ne vais pas me lancer dans ce débat aujourd'hui. Donc actuellement en France, en fait, il y a réellement 3 parcs éoliens. En gros, chacun fait 500 MW, donc on a 1,5 gigawatts. Il faut savoir que c'est 25 gigawatts pour l'éolien terrestre, donc c'est beaucoup plus développé. Donc c'est l'éolien terrestre essentiellement, c'est 10% de la consommation nationale. Donc ces 3 parcs, vous les voyez, c'est Fécamp, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, dont j'ai parlé, donc c'est à peu près 500 MW chacun. L'objectif pour 2035 c'est très bientôt, c'est 18 gigawatts. On est à 1,5. 1,5, 18, c'est plus que x10. 40 gigawatts en 2050. Donc ça veut dire que chaque année, en moyenne, bien sûr, il faut ajouter 2 gigawatts. On a 1,5 gigawatts. Donc ici, c'est la carte officielle sur laquelle je ne vais pas du tout détailler, mais justement des projets de développement d'éolien en mer en France. Bon, ce qu'il faut simplement en retenir là, peut-être que Hervé, tu y reviendras un peu plus en détail, au moins pour ce qui concerne notre zone, mais on a des zones qui sont définies comme intéressantes, ensuite comme prioritaires, et ensuite, au fil des années de concertation avec les usagers, avec les pouvoirs publics, avec les opérateurs, avec les scientifiques, etc., on dessine des zones de plus en plus précises. Voilà, et ce processus, où il y a beaucoup de concertation, mais prend un certain temps. Donc voilà l'état actuel des différentes fermes, et on retrouve en haut nos trois projets, enfin nos 3 fermes du nord de la France qui font notre 1,5 gigawatt. Je vais passer ensuite aux différentes techniques. Alors les 2 grandes techniques qui sont utilisées pour l'éolien. Alors, l'essentiel de ce qui existe comme éolien en mer actuellement, c'est de l'éolien posé. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un trou dans le fond de la mer, on enfonce un grand pieu et puis on met l'éolienne dessus. L'éolien posé, ça fonctionne en gros jusqu'à 50 mètres de fond. Donc il y a beaucoup... Les parcs éoliens qu'on a actuellement, c'est de l'éolien posé parce que ça a été installé dans des zones peu profondes, notamment en Manche, en mer du Nord, en Atlantique, où le plateau continental est assez étendu. Par contre, dès qu'on arrive dans des fonds qui sont plus importants, en théorie jusqu'à 1000 mètres, je ne sais pas s'il y en a qui vont jusqu'à 1000 mètres, mais en théorie, on est censé pouvoir le faire. Là, on va installer de l'éolien flottant, et vous allez le voir, c'est ce qui est prévu en Méditerranée. Alors, c'est une technologie qui est plus complexe, qui est peut-être moins impactante par l'environnement, parce que vous ne commencez pas par faire un énorme trou dans le fond de la mer pour pouvoir y planter votre éolienne. Maintenant, elles sont accrochées par des câbles qui peuvent être parfois jusqu'à 10 fois plus longs que la profondeur à laquelle l'éolienne est installée. Et c'est vrai que ces éoliennes, elles sont flottantes, donc elles bougent un petit peu. Ça a aussi une influence sur les câbles qui vont être utilisés, les câbles électriques qui relient les éoliennes entre elles, où c'est plus compliqué de les enfouir dans le sol. Donc ça peut avoir des conséquences également. Donc on considère aussi que ces éoliennes, alors qui sont plus loin des côtes, etc., puisqu'elles sont sur en général plus loin des côtes, ça dépend du plateau continental, mais parce qu'elles sont sur des fonds plus importants, ont un taux d'utilisation légèrement meilleur que les éoliennes posées. Et évidemment, à cause de la morphologie de la Méditerranée, c'est ce qui est privilégié de faire de l'éolien flottant. Alors, ça c'est simplement pour illustrer les différents... qu'il y a pas mal de types de configurations ici pour de l'éolien flottant. Il y a différentes façons de le faire et les différents opérateurs ont leur modèle privilégié. Là, les fermes pilotes qui s'installent en Méditerranée ont différents types de flotteurs, ce pas les mêmes. Et puis, on peut même élargir ça simplement pour vous montrer que ce soit du posé ou que ce soit du flottant, il y a plein de façons de faire des éoliennes avec différentes technologies, différents impacts aussi probablement. C'est pour ça que ce n'est pas très évident de s'appuyer sur la littérature scientifique pour dire voici les impacts de l'éolien, puisque l'essentiel des études, vous en doutez,
Ça a été fait avec de l'éolien posé, puisque c'est à peu près tout ce qui existe actuellement. Et il y a différentes technologies, il y a différents environnements, il y a différents écosystèmes. Donc les choses ne sont pas toujours très facilement transposables. Et donc j'en arrive juste maintenant à parler des interactions avec la biodiversité. Alors je viens de le dire, il y a bien plus de données qui concernent les éoliennes posées. Pour l'éolien flottant, a priori, je l'ai dit aussi, on imagine qu'il y a moins d'impact. Il y a évidemment plus d'impact sur le benthos, sur les organismes qui sont fixés et qui sont au fond de l'eau pour l'éolien posé, puisque vous ajoutez en fait une structure dure importante sur le fond de l'eau. Alors là, j'ai dit pendant la phase non opérationnelle, donc il faut savoir qu'une grande partie des impacts de l'éolien en mer, c'est la phase de construction. En fait, la majorité des impacts, c'est vraiment pendant la phase de construction. Alors, il y a des effets qu'on ne connaît pas très bien avec l'éolien flottant, l'effet des câbles électriques, l'effet des câbles tout court qui vont fixer les éoliennes au sol. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais ces effets ne sont pas très bien connus. Et il y a aussi, je vais en reparler dans quelques minutes, dans ces flotteurs, il y a du ballast, puisqu'il faut les lester, ces flotteurs. Et pour différentes raisons que je vais exposer, ce ballast peut être toxique pour l'environnement, et ça, c'est aussi un risque potentiel qui n'existe pas avec le posé, mais qui a d'autres difficultés. Alors, en résumé, les effets, alors je vais les détailler un tout petit peu plus. Alors, je l'ai dit, pendant la phase de construction, c'est une grande partie des effets. Dans la phase opérationnelle, il y a aussi des effets. Il faut aussi réaliser, et c'est bien noté sur ce schéma, qu'à chaque fois, il y a un coût carbone évidemment pour la phase de construction, pendant la maintenance, qui est assez importante, la maintenance, pendant le démantèlement, pendant le recyclage. Enfin, il ne faut pas oublier ça dans le bilan carbone des fermes éoliennes, mais j'allais dire c'est la même chose pour tout type de système de production d'énergie. Alors, il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs qui sont relevés. Alors, autant les effets négatifs, j'allais dire, c'est relativement facile de les qualifier. Quand vous avez une espèce qui disparaît, l'abondance qui diminue, de la pollution, enfin, je pense que on se bat pas pour définir si c'est un effet positif ou négatif. Par contre, quand vous avez une modification d'écosystème, quand vous avez une espèce qui se met à voir son abondance énormément augmenter, voire une diversité spécifique qui augmente, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? C'est pas forcément évident. On peut être tenté de voir tout changement comme quelque chose de négatif. À ce moment-là, ça va être difficile de qualifier des effets positifs. Mais il peut y avoir une ambiguïté sur la façon de qualifier ces effets, même dans les différentes publications. Donc les effets positifs, c'est pas très évident de les qualifier. Et ça concerne tout type d'organismes et en fonction des différentes causes provoquées par les éoliennes. En fait, ce tableau est très très succinct par rapport à tous les effets et même tous les types d'organismes, puisqu'on pense bien sûr aux oiseaux. Les oiseaux ont été plus étudiés que d'autres groupes taxonomiques, les mammifères, les poissons, le benthos, mais il y a aussi des micro-organismes aussi qui peuvent être impactés par l'éolien en mer, donc c'est un peu plus complet sur ce dessin-là. Et en fait, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on considère comme effet négatif, et en vert, des effets positifs. Voilà. Mais je l'ai dit, ça peut être interprété de façon différente pour les effets positifs. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur ces effets ici, puisque je vais revenir maintenant pendant le reste de ma présentation, là encore, sans tellement les détailler. Donc, tout ce que je présente aujourd'hui, c'est basé sur une revue de littérature. Et il y a plusieurs revues de littérature sur les effets de l'éolien en mer, qui d'ailleurs parfois se contredisent, notamment sur la qualification de ce type d'effet. Et un de ces articles, justement, montre alors ce qu'on sait de ce qu'il y a dans la littérature, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre d'effets qui sont théoriques. Par exemple, dire il y a un effet de l'électromagnétisme, on sait que les câbles dégagent de l'électromagnétisme. On sait qu'un certain nombre d'espèces marines utilisent l'électromagnétisme pour un certain nombre de leurs fonctions biologiques, pour se retrouver, pour chasser, pour communiquer, etc. Donc on imagine qu'il y a un effet. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on l'a mesuré. Donc ici, ce graphique montre... Non, on ne voit pas ma souris ici. Si j'appuie sur ça, je vais sans doute faire une bêtise.
Non, moi, je ne le vois pas, le machin. Donc, en gros, plus c'est haut dans le graphique, plus ça veut dire qu'il y a de publications sur le sujet. Donc, le truc le plus haut en orange, là, ça veut simplement vous dire qu'il y a plus de publications sur l'effet sur les oiseaux. Les deux ronds en orange tout en haut, c'est ça. À droite, les effets positifs, les effets négatifs. À gauche, les effets négatifs. Et donc, c'est comment se répartissent les publications. Donc, il y a eu plus de publications sur les oiseaux, sur les mammifères. Il y a plus de publications qui relatent des effets négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'effets négatifs. Ça veut dire qu'il y a plus de publications qui les relatent, etc. Et puis, ça vous montre aussi l'intensité de ces effets. Donc, il y a quand même pas mal de publications, mais essentiellement dans un environnement qui est différent de celui d'ici, si on se centre sur notre cas particulier de la Méditerranée, et puis sur parfois des écosystèmes, bien sûr, qui sont différents. Sur l'éolien flottant, il y a aussi un certain nombre d'effets potentiels qui sont notés. Alors, il y a l'effet paysager déjà, hein, celui qui est en 1, et ça, c'est aussi considéré comme un effet négatif des éoliennes. Donc, on est obligé de les installer à une certaine distance des côtes, ce qui est souvent aussi intéressant en termes de régime de vent. Il y a de toute façon des obligations, mais c'est aussi intéressant en termes de régime de vent. Il y a des impacts, il peut y avoir des impacts sur les régimes de précipitation, les vents, etc. Les éoliennes, elles sont nombreuses, elles peuvent être très hautes, et donc un parc de nombreuses éoliennes hautes, eh bien, ça peut avoir un effet sur les régimes locaux de précipitation. Il y a du bruit, il y a des vibrations, il y a des effets sur la pêche, alors qui peuvent être négatifs ou positifs. Il y a l'électromagnétisme, j'en ai parlé. Voilà, il y a un certain nombre d'effets ici qui sont potentiels ou reconnus sur les différents compartiments du vivant, et il y a beaucoup d'effets différents. Alors, en gros, je reviendrai un tout petit peu en détail sur les différents groupes taxonomiques, mais en gros, les effets négatifs, c'est qu'on introduit du substrat dur dans du substrat meuble. Les éoliennes, alors les éoliennes posées sont fichées dans du substrat meuble, et en fait c'est comme si on y installait un récif. Donc ça va changer la dynamique écologique de cet environnement. Alors c'est un peu moins vrai pour de l'éolien posé, mais ça n'empêche pas qu'on va installer en pleine mer une espèce de récif flottant, et ça va changer la dynamique écologique. Bon, je le redis, c'est pas toujours évident de qualifier si c'est positif ou si c'est négatif, mais clairement ça a des changements. Alors, il y a un impact très fort de la phase de construction, de bruit, de vibration, etc. Ça, c'est très bien caractérisé. Sur les habitats, il y a un effet de dérangement d'espèces qui sont sensibles. On pense aux cétacés, bien sûr, mais aussi aux oiseaux. L'électromagnétisme des câbles, j'en ai parlé. A priori, il y a moins d'impact sous l'eau, évidemment, de l'éolien flottant. Maintenant, on est parti pour faire des éoliennes plus grandes. Alors, est-ce que c'est parce que c'est flottant et que les éoliennes sont plus grandes, ou simplement c'est plus récent et on fait des éoliennes de plus en plus grandes? Donc, l'éolien flottant, a priori, aura plus d'effets hors de l'eau que sous l'eau par rapport à l'éolien posé. Alors, un effet qui est très important et qui a été bien caractérisé, c'est l'effet stepping stone en anglais, qu'on peut nommer pas japonais en français, c'est-à-dire que certes, vous allez, en mettant un récif artificiel, vous allez avoir des espèces qui vont pouvoir se développer à un endroit où normalement elles ne sont pas, et ce qui peut leur permettre de coloniser d'autres milieux auxquels elles n'auraient pas accès si elles n'avaient pas ce relais en mer. On sait que c'est arrivé avec des balanes, par exemple, donc ces petits crustacés sur lesquels on marche tous quand on est en bord de mer. Puis il y a des balanes qui ont pu, par leur dispersion larvaire et le relais que donnaient les récifs artificiels que sont les éoliennes, pouvoir coloniser d'autres zones. Pascal Roman a parlé d'espèces invasives et aussi de leur possibilité de pouvoir coloniser de nouvelles zones. Et souvent, elles ont un potentiel particulièrement important pour ça. C'est pour ça qu'elles sont invasives. Eh bien, on peut se poser parfois la question vis-à-vis de ces récifs qui sont constitués par les éoliennes. Alors, je viens de le dire, donc l'installation d'espèces non indigènes, l'effet des câbles, donc produit de l'électromagnétisme, et même si les câbles sont enfouis, ça peut produire de l'électromagnétisme au niveau du sol. Maintenant, on peut montrer que cet effet, finalement, ne se ressent qu'à très très courte distance. Donc probablement qu'il est moins important que ce qu'on a imaginé jusque-là, mais ça n'empêche pas que sur certaines espèces qui se nourrissent dans le sédiment, par exemple, en détectant l'électromagnétisme de leur proie, eh bien,
ça peut avoir un effet. Le fait justement d'avoir une espèce de récif artificiel avec beaucoup de bivalves, de filtreurs qui vont s'installer et donc une vie qui peut être foisonnante à certains endroits, ça peut dans certains cas aller jusqu'à provoquer de l'eutrophisation et de l'hypoxie, en particulier si les régimes de courant sont faibles. Donc c'est quelque chose duquel il faut prendre compte quand on installe des éoliennes, essayer d'avoir un renouvellement de l'eau suffisant. Et quelque chose qui est important et qui est souvent pas tellement considéré, c'est le relargage de composés toxiques. Les éoliennes sont en métal, le métal ça rouille. Alors évidemment, les fabricants d'éoliennes, les constructeurs, font en sorte de limiter cette corrosion. Mais cette corrosion, elle relargue des composés toxiques. Et ça, eh bien, c'est directement lié à ce qu'on va appeler le risque chimique. Donc on va avoir des métaux qui peuvent être relargués dans l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ce risque toxique? On peut protéger ces structures, ça se fait pour des ponts, ça se fait pour plein de choses qui sont dans l'eau ou en partie dans l'eau. On va mettre ce qu'on appelle des anodes sacrificielles, c'est-à-dire que l'anode, ça va utiliser les processus d'oxydoréduction qui vont conduire à la corrosion. Et en gros, je fais simple, mais l'anode, elle va capter les ions qui, au lieu de corroder la structure des éoliennes, vont corroder l'anode. Donc l'anode se sacrifie pour la structure qu'il s'agit de protéger. Mais en se sacrifiant, elle envoie tout un tas de saloperies dans l'environnement. Voilà. Donc les industriels, eux, c'est les éoliennes qui veulent protéger et on les comprend. Donc ces anodes sacrificielles peuvent avoir un impact sur l'environnement. Alors heureusement, il existe d'autres techniques qui n'ont pas ou beaucoup moins d'impact sur l'environnement, comme les anodes à courant imposé. Mais il s'agit aussi d'utiliser les meilleures technologies ici pour protéger les éoliennes sans nuire à l'environnement. Alors, pour le moment, on a vu des simulations récemment sur ce sujet. La pollution émise par les éoliennes, par la dégradation des métaux, est tout à fait ridicule par rapport à ce que les ports émettent. Les structures, il y a beaucoup de structures immergées en mer qui relâchent des métaux toxiques notamment. Donc pour le moment, les éoliennes, c'est presque rien. Maintenant, vous l'avez compris, le développement de l'éolien est prévu pour être extrêmement important. Donc il est important de prendre en compte les meilleures technologies pour ne pas impacter l'environnement ici. Et heureusement, il y a des choses où on sait le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les flotteurs, des éoliennes flottantes, il y a un ballast pour lester ces éoliennes. Alors ce ballast, il peut être solide, il peut être liquide. Là encore, on peut mettre de l'eau, des fois ils mettent simplement de l'eau de mer dans le ballast, et puis cette eau, elle est pas pure, c'est-à-dire qu'elle va elle-même attaquer l'intérieur du ballast. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des biocides dans l'eau pour protéger l'intérieur du ballast, ou on va mettre des anodes sacrificielles, mais à l'intérieur. Et donc normalement l'eau du ballast n'est pas censée fuir, mais si jamais cette eau s'échappe dans l'environnement, les éoliennes sont là pour rester des décennies, là encore c'est une source de pollution toxique. Là encore il y a des moyens de l'éviter, on peut mettre de l'eau ultra pure, on peut mettre d'autres systèmes que les anodes sacrificielles à l'intérieur, en tout cas c'est possible, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Alors les effets positifs, en gros il y en a deux, il y a ce qu'on va appeler l'effet récif, vous mettez un récif, vous mettez une espèce de grosse structure solide dans l'eau, ça va être colonisé par un biofilm, des filtreurs, etc. Et puis ça va augmenter la biodiversité, et toute la chaîne. Et puis l'effet réserve. Alors l'effet réserve, c'est parce que là où il y a des parcs, des fermes éoliennes, des parcs éoliens, on ne pêche pas, en général déjà parce que la présence des éoliennes pose problème aux bateaux de pêche, ou parce qu'on interdit la pêche dans ces zones, c'est souvent ce qui a été fait. Donc oui, ça a un effet. Mais c'est vrai que parfois, quand les pêcheurs disent comme ça produit du poisson, les éoliennes, on l'a montré, on devrait en profiter pour aller pêcher, oui, ça produit du poisson parce qu'on empêche la pêche. Donc il faut garder, il n'y a pas que ça, il y a l'effet récif, mais l'effet réserve des éoliennes, c'est justement parce qu'on n'y pêche pas. Et ça, c'est évidemment un effet, ça peut être qualifié comme effet positif sur les écosystèmes. Alors sur les différents types de micro-organismes, on peut avoir des effets qui sont spécifiques, ou parfois l'effet récif, par exemple, va se traduire par un impact sur différents types d'organismes. Donc les micro-organismes, c'est peu étudié, en fait, peu connu, les catégories que j'ai données tout à l'heure, les oiseaux, les mammifères, les poissons, le benthos, tout ça, ça a été relativement regardé, même si c'est encore assez parcellaire. Les micro-organismes, il y a très peu de choses.
Donc l'effet, la modification de l'hydrodynamisme qui existe par la localisation des éoliennes, par la présence des éoliennes, va changer la stratification de l'eau et ça peut avoir un effet sur la production du phytoplancton, du zooplancton. Et donc ça peut, par réaction en chaîne, affecter le petit écosystème qui se crée ici. Maintenant, ça peut être négatif, ça peut être positif. C'est difficile d'en tirer des conclusions générales puisque ça dépend d'un tas de choses pour chaque écosystème. Chaque écosystème ici est différent, les espèces sont différentes, la saisonnalité est différente, enfin il y a beaucoup de choses qui changent. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, si vous avez beaucoup de filtreurs qui vont consommer énormément et qui peuvent consommer beaucoup d'oxygène, bah, cette diminution d'oxygène peut avoir un effet sur le phytoplancton qui en plus est consommé par ces filtreurs. Donc ça aussi, ça peut avoir un effet sur le phytoplancton. Maintenant, c'est aussi un écosystème qui peut, in fine, à la base, augmenter aussi la productivité. Là encore, ça dépend des différentes situations. Les éoliennes, je vous ai dit que c'était grand, qu'on en mettait beaucoup, donc ça peut générer de l'ombre. Et là encore, le phytoplancton, il a besoin de lumière, hein, c'est la production primaire, et cette ombre peut aussi avoir un effet sur les éoliennes. Il faut aussi penser au solaire en mer. Hein. Il y a des technologies où on met des panneaux solaires flottants qui génèrent aussi beaucoup d'ombre, et cette lumière et cette ombre peut aussi avoir un effet sur les bases des chaînes alimentaires constituées par le phytoplancton. Donc c'est un peu ce qui est résumé sur ce graphique ici, que je vais passer. Sur le benthos, alors là je me base aussi sur un certain nombre de publications. On n'a pas tellement vu d'effet à long terme sur des macroalgues, même parfois il y a plus d'abondance. Par contre, les animaux benthiques sont clairement très affectés par les constructions, alors en particulier quand c'est de l'éolien posé. Mais l'effet récif, l'effet réserve peuvent lui bénéficier. On peut avoir des abondances importantes de benthos. Ça, c'est aussi lié avec l'effet pas japonais que j'ai et donc connectivité des écosystèmes que j'ai mentionné tout à l'heure. Sur les poissons, là encore, ils sont aidés par l'effet récif. Hein. Vous allez avoir les surfaces dures qui vont attirer les juvéniles qui se cachent en général à proximité des côtes, à proximité des récifs. Là encore, hein, ça peut permettre à des espèces de poissons de coloniser des zones auxquelles elles n'ont pas accès d'habitude. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'en général on interdise la pêche va évidemment favoriser l'abondance des poissons. Par rapport au benthos, ou en tout cas on le sait peut-être moins sur le benthos, mais on imagine que poissons et mammifères sont gênés par le bruit, et pour certaines espèces peuvent être gênés par l'électromagnétisme des câbles. Alors pour les mammifères, il y a eu quelques études aussi en mer du Nord. Alors les mammifères ont besoin aussi de grandes zones, des espaces qui sont mobilisés par les éoliennes et qui peuvent poser des problèmes à certaines espèces. Maintenant, on a pu constater empiriquement que une espèce de phoque avait augmenté en abondance dans un parc éolien, sans doute aussi parce qu'il y a moins de bateaux, et ils sont très dérangés par les bateaux, davantage de proies, donc ça peut aussi avoir des effets positifs sur l'abondance de certains mammifères, mais ça dépend vraiment des espèces. Les cétacés, les pinnipèdes, c'est pas la même chose. Enfin, encore, c'est des choses à regarder au cas par cas, et les résultats de la littérature sont assez contrastés à ce sujet. Et enfin, sur les oiseaux, alors les oiseaux, on en parle beaucoup, il y a des études assez importantes qui ont été menées sur l'effet de parcs éoliens sur les oiseaux migrateurs notamment. Alors c'est vrai que le risque a priori est plus important sur les oiseaux migrateurs, surtout si les parcs éoliens sont placés dans des couloirs de migration. Maintenant on constate que les oiseaux, c'est pas bête, hein, ils arrivent à éviter les éoliennes assez bien, et il y a finalement assez peu de collisions et j'allais dire de décès d'oiseaux qui ont été constatés. Maintenant, c'est pas évident de mesurer. Hein. L'oiseau, il se prend une éolienne et il plonge dans l'eau, il tombe dans l'eau. On ne sait pas nécessairement le compter, donc les gens qui font ces mesures le reconnaissent eux-mêmes. Maintenant, on a quand même pas mal de données sur les oiseaux au niveau d'éoliens terrestres. Et finalement, il y a relativement peu d'oiseaux qui se font tuer par les éoliennes. Maintenant, ils changent leur route de migration, ils changent leur trajectoire à cause des parcs éoliens, et ça a un coût énergétique sur les oiseaux qui est clair. Ce que les constructeurs doivent faire maintenant, et s'efforcent de faire, c'est de laisser un espace suffisant entre la surface de la mer et le plus bas de la pale des éoliennes, donc ce qu'on appelle le air gap, parce que souvent les oiseaux passent à ras du sol, enfin à ras de la mer, pas du sol, dans les 20 premiers mètres. Donc laisser au moins 20 mètres, c'est bien. Si je ne me trompe pas, dans le parc qui va être fait, là c'est 34 mètres.
Mais ça, c'est aussi au choix des opérateurs, mais il faut essayer de laisser au moins 20 mètres pour laisser passer la plupart des oiseaux. Il y a aussi des possibilités de colorer particulièrement les éoliennes pour qu'on puisse les voir. Évidemment, ça, dans les éoliennes qui sont derrière votre jardin, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement populaire, mais en mer, ça peut causer moins de difficultés. Voilà, et donc pour terminer, alors l'éolien flottant en Méditerranée, alors le Méditerranée, ça a été dit plusieurs fois dans différentes interventions, c'est très peu de la surface de l'océan mondial, mais c'est une grande partie des espèces connues par rapport à la surface, beaucoup d'endémismes. C'est un milieu qui est particulièrement menacé, particulièrement fragile. Les éoliennes aussi ont tendance à se mettre aux mêmes endroits pour différentes raisons que les aires marines protégées. Je pense que dans quelques minutes, Hervé va nous en parler, puisque j'ai quasiment fini. Alors, il y a un projet dans le golfe du Lion, et je ne le détaille pas du tout ici, puisque c'est ce qui va arriver dans quelques instants. Alors, en Méditerranée, le plateau continental est particulièrement étroit. Et donc, si on est quand même obligé d'y implanter les éoliennes, parce que c'est compliqué d'aller à des milliers de mètres de fond, donc il y a une concurrence avec ces aires protégées. Et j'ai dit que ça pouvait impacter le régime des vents. C'est spécialement, on imagine, important en Méditerranée, qui est une mer qui est en général oligotrophe. Donc ces impacts sont sans doute plus importants que ce qu'on a pu constater en mer du Nord. Voilà, donc je ne répète pas à quel point la Méditerranée est menacée par tout un tas de choses. Et voilà, il y a énormément de pression. Donc c'est vraiment un milieu sur lequel il faut faire attention. Et les spécialistes des impacts de l'éolien qui ont travaillé dans le Nord, donc dans la mer du Nord, etc., vraiment disent de faire extrêmement attention et de ne pas transposer directement de ce qui a été observé là-bas à la Méditerranée, parce que c'est un environnement qui est différent et qui est particulièrement fragile, où il y a moins de courants, etc. Voilà, donc vous avez compris qu'il y avait un certain nombre d'impacts potentiels. Maintenant, les études, pour le moment, suggèrent que cet impact est relativement faible. Il y a plein de petites choses, mais l'impact est relativement faible. Maintenant, là encore, vous avez compris que ces espaces allaient énormément augmenter. Donc, l'impact faible multiplié par beaucoup d'éoliennes, c'est moins faible. Donc, il ne faut pas implanter des éoliennes dans des zones sensibles au niveau écologique. Il faut considérer les espèces, les besoins des espèces locales. Clairement, les scientifiques disent de ne pas implanter des éoliennes dans des aires marines protégées. Estimer les coûts contre les bénéfices. Le but quand même de mettre des éoliennes, c'est de moins impacter l'environnement en décarbonant l'énergie. Il ne s'agirait pas de perdre d'un autre côté ce qu'on va gagner de l'un. Et il y a des technologies qui permettent de faire moins de bruit, etc. Il faut bien prendre en compte les effets cumulés, suivre le cycle de vie d'un parc tout au long de sa vie. Un parc, il est là pour durer des décennies. Et je m'arrête là-dessus, le suivi à long terme est absolument indispensable. Merci. Donc là, j'imagine qu'on enchaîne directement avec la présentation et on répondra aux questions tous les deux. Eh bien, tu as tout dit. Merci. Voilà. Tu me donneras une partie de ton salaire.